alors Clément Viktorovitch, vous connaissez peut-être, alors comment bien te présenter Clément, donc dans Click justement, tu es à côté de Mouloud Achour où tu fais des chroniques, tu es aussi politologue, expert de l'art rhétorique, de l'art oratoire. Comment tu vas Clément ? Je vais très bien, je suis très heureux d'être parmi vous, ça me fait très plaisir. Bah écoute, nous aussi, c'est vrai qu'on avait vu que justement tu parlais un peu de Twitch, que tu étais un peu affinitaire, on t'avait vu dans Game of Thrones de MV dans le jeu de rôle. Absolument. Ça fait longtemps que tu regardes Twitch toi ? Mais je crois quasiment depuis le début. En fait, Ah ouais. Mais je crois, moi j'ai commencé à regarder du streaming parce que je m'intéressais au versus fighting. Et c'est le moment où Ken Bogard a intégré au gaming. Donc c'est quoi, 2011, 2012, un truc comme ça. Ouais, quand même, ouais. Oui, c'est très vieux. T'es là depuis le début, quoi. Je pense, ouais. Ouais, je pense. Et puis après j'ai. Donc au début, je suivais surtout au gaming. Et puis après, il y a eu Twitch. Moi, j'avais suivi MV quand il avait fait sa brève période d'indépendance. Donc ouais, je crois que j'ai créé mon compte sur Twitch vers 2012, un truc comme ça, quoi. Un certain background quand même sur Twitch. Est-ce que justement quand tu regardes Twitch, il y a un peu de déformation professionnelle qui se fait sur un peu d'art oratoire, un peu de rhétorique des streamers, ce genre de choses ? Ouais, ça c'est quelque chose dont on... En fait, non. Alors non. Tu prends du plaisir quand même. Voilà, en fait, il y a deux questions. Non, moi, quand je regarde Twitch, c'est généralement soit que je fais à manger, soit que je suis en train de dîner. Ok. Et mais c'est vrai que les gens me connaissent surtout à la télévision, mais moi, je suis un gamin des années 80. Ma culture, c'est la pop culture. Et ce que je regarde quand je rentre chez moi, c'est pas j'ai pas la télé chez moi en réalité. Et ce que je regarde, c'est Twitch et YouTube, quoi. Bah, c'est La même. honnêtement, un peu comme tout le monde, c'est vrai que je me souviens, tu avais fait, quand j'avais la chance de passer chez Click pour le The Event, justement, un petit passage sur Squeezie avec justement un décryptage autour de comment il avait motivé les gens, quel type de principe il utilisait. On m'a dit que tu voulais parler parce qu'il y a un an, je crois, justement, dans l'émission, on parlait que nous, les streamers, c'est vrai qu'on a souvent beaucoup de mal à tourner des vidéos YouTube parce que du coup, c'est justement très enregistré. Là où les YouTubeurs, eux qui ont l'habitude d'enregistrer, ils ont parfois du mal à être en live naturel. C'est dû à quelque chose Et en fait, c'est un sujet qui est hyper intéressant et j'y ai réfléchi pour l'émission. Et c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude d'accoler le mot d'orateur, qui est un grand mot, qui est même un peu un gros mot, parce que ça veut tout et rien dire. Mais on n'a pas l'habitude d'accoler le mot d'orateur au mot de streamer. C'est-à-dire qu'on a tendance à considérer que des streamers, c'est des gens dans leur chambre qui ont une caméra, un micro et qui parlent. Et en fait, quand tu y réfléchis, un streamer ou une streameuse, qu'est-ce que c'est ? C'est quelqu'un qui parle à des milliers de personnes, qui arrive à les tenir en haleine, intéressés pendant des heures et des heures. Si ça, c'est pas la définition de l'éloquence, je sais pas ce que c'est. En fait, c'est hyper compliqué quand tu C'est vachement sympa ce que tu me dis, je suis un peu gêné. Non, mais Tu nous réalité. flattes. Et tu vois, et quelque part, s'il y a des streamers et des streameuses qui ont énormément de succès, qui arrivent à être très suivis et qu'on suit avec plaisir, et d'autres pour qui c'est un peu plus difficile, en tout cas au début, ou qui progressent, c'est aussi parce que c'est une véritable compétence, et cette compétence, elle porte un nom, et c'est de l'éloquence. Et en fait, en réfléchissant à l'émission, alors déjà j'ai un peu bossé. Oh là là, le plaisir. Figurez-vous qu'on commence à avoir des recherches en linguistique sur Twitch, ce qui n'est pas surprenant en fait. Hein. J'ai vu qu'il y a une thèse qui a été soutenue à l'Université Polytechnique de Hong Kong. Ok. Wow. Sur un peu là-dessus justement, un peu sur l'éloquence du streaming. Et en fait, ce sur quoi insistent les recherches, et qui est intéressant et auquel j'ai un peu réfléchi, c'est le fait que le streaming, Twitch, c'est une forme d'éloquence complètement inédite. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu y réfléchis, quand tu streams, alors je ne parle pas d'une émission comme ça, qui est une émission en plateau, qui est en fait, on se rapproche de formats connus, qui sont des formats à la fois de conversation et puis aussi de chronique. Mais quand tu streams vraiment, que tu es seul devant ta caméra, en fait, ce n'est pas un monologue. Tu vois, tu n'es pas un orateur, tu ne fais pas un discours parce que tu as un chat avec lequel tu rebondis, quoi. Donc tu vois, ce n'est pas un discours, ce n'est pas un monologue. Ce n'est pas non plus une conversation. Ouais. Parce qu'une conversation, il y a des règles. La première règle étant que tu ne peux pas ignorer 90% de ce que dit ton interlocuteur. Or, un chat, tu vas ignorer 90% de ce que dit le chat. C'est pas non plus une séance de questions-réponses. Parce qu'une séance de questions-réponses dans un amphithéâtre, par exemple, il y a des règles très précises. On te pose une question, tu réponds, et en fait, c'est des tranches de monologue interrompues de questions. Twitch, c'est quelque chose d'autre qui n'a pas été catégorisé. Alors, en réfléchissant un peu, je propose... Attendez, j'avais inventé un truc, voilà. Moi, je propose une catégorie, tu vois. Je propose d'appeler ça un monologue conversationnel. Et il y a peut-être, les 2-3 linguistes qui nous écoutent sont peut-être en train de s'étrangler. J'imagine, en réalité, j'imagine qu'il y a des tests qui sont en train d'être faits, des recherches en train d'être faites, et qu'il y a des linguistes, moi je suis pas très fort en linguistique, il y a des linguistes sans doute bien meilleurs que moi qui sont en train de réfléchir à ça. Mais donc, je propose cette approximation-là, et puis on élabore. On te l'autorise. Hein. Ouais, non, mais tu vois. Mais en fait, pour dire quoi ? Pour dire que c'est vraiment un exercice d'art oratoire complètement différent.
où à la fois, il faut réussir à être dynamique, inventif, motivant, comme le sont tous les orateurs, tous les animateurs. En même temps, il faut être capable de rebondir à des stimuli extérieurs par le chat, mais être capable de le faire avec un à-propos assez fou, parce qu'il faut sélectionner, savoir sur quoi je rebondis. Qu'est-ce qui, en fait, va m'aider dans le chat à élaborer mon monologue sans me faire trop sortir de ce que je veux dire, mais en même temps en restant intéressant pour qu'il y ait une véritable interaction, c'est une compétence qui, pour moi, est totalement inédite. Et en fait, alors c'est pas le cas encore aujourd'hui, mais moi, je suis absolument convaincu que dans les années qui vont venir, on va reconnaître les streamers, les streameuses de talent, dont vous êtes toutes et tous ici, on va les reconnaître comme des véritables grands orateurs. Et en fait, c'est intéressant parce que je me souviens, parce que je suis, Domingo, je suis ton émission, tu vois. Et je me souviens dans un Popcorn d'il y a quelques années, je sais plus, je crois qu'il y avait MV autour de la table et je sais plus qui d'autre, et je me souviens que c'était venu cette discussion-là sur la table et vous vous interrogiez sur « Ouais, mais c'est marrant, nous, on est streamers, on est super à l'aise en stream et on a du mal à tourner une vidéo YouTube. » Mais en fait, c'est parce que c'est vraiment deux exercices d'art oratoire complètement différents. Ouais. Et tu vois, là, il y a un truc qui est marrant, c'est que dans le monde duquel je viens, moi, c'est-à-dire le monde de l'enseignement supérieur, on se l'est pris brutalement en plein visage avec l'année de pandémie qu'on a connue, où tout d'un coup, Distanciel, ouais. tous les cours en distanciel. Et moi, j'ai vu, et je vous jure que c'est vrai, j'ai vu sur Twitter, j'ai vu en direct, en échangeant avec eux, des collègues profs d'amphi à moi, que je connais, certains qui sont des amis, certains qui ont été mes profs quand j'étais moi-même à l'université, qui sont, je le sais, de brillants orateurs et de brillantes oratrices, qui sont capables de captiver un amphi de 300 étudiants. Ou là... Il n'y a pas un bruit. Et là, qui étaient mais en dépression absolue, en disant, mais c'est pas possible, Zoom, je n'y arrive pas. Et certains qui disaient, vous savez quoi, j'abandonne. J'abandonne, je continue mes cours sur Zoom parce que je suis obligé de le faire, mais j'abandonne, ça n'est pas possible de réussir. Et à côté, et en fait pourquoi ? Parce que c'est des bons orateurs et que cette interaction un peu particulière avec un chat, ils n'ont pas réussi à se l'attribuer. Et à côté, on est quelques-uns, moi je sais que j'ai donné un cours à Sciences Po devant une centaine d'étudiants, qui aurait dû être un cours d'amphi en novembre dernier. Et je sais que j'ai quelques collègues qui ont fait comme moi, c'est-à-dire qui ont pris Zoom moins comme du cours filmé et plus comme du streaming. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a coupé tous les micros, on se met le chat sous les yeux, et puis on dit aux étudiants, on assume un ton qui est plus celui de la conversation, et puis on dit aux étudiants, bon allez, il n'est pas question que je roule en monologue, parlez-vous entre vous, parlez-moi, je réagirai sur le chat. Et en fait, tout d'un coup, ça se passe bien. Et pourquoi ? Parce que spontanément, on adopte les codes du streaming, et là tu vois, tu as ceux qui l'ont, qui ont su intérioriser cette éloquence et qui arrivent à s'en servir comme d'un outil pédagogique pour transmettre des connaissances, et ceux qui ne l'ont pas et qui sont complètement perdus, quoi. Mais toi, tu dis ça parce que toi, tu suivais Twitch et donc tu avais peut-être les codes. Complètement, mais est-ce que les autres collègues qui ne suivaient pas Twitch n'avaient pas les codes ? Tu ne peux pas, en fait. Ouais. Tu penses qu'il faut les codes pour pouvoir... Mais je pense, ouais, parce qu'en fait, et puis même Twitch, moi, je l'ai vu se construire, c'est-à-dire que tu as une grammaire, en fait, dans le streaming qui s'est élaborée. Alors vous, c'est intéressant, vous vous en rendez pas compte parce que vous l'avez intégrée, c'est-à-dire que c'est comme une langue que tu parles depuis ta naissance, et puis vous avez ici, en partie, contribué à l'élaborer, cette grammaire. Mais en fait, quand tu la regardes de l'extérieur, tu as une vraie grammaire pour savoir à quelle question tu vas répondre, quelle question tu dis que tu ne réponds pas, quelle question tu fais comme si tu ne les avais pas vues. Tu vois, t'as un truc qui est très ancré dans la grammaire de Twitch, c'est tu as une bonne vanne qui passe sur le chat, elle te fait rire, en même temps elle est un peu borderline, tu ne veux pas trop réagir dessus, donc tu sais le marquer, tu regardes la vanne, tu fais un petit sourire, tu passes. Bon. Mais ça, tu vois, quand tu n'as pas cette grammaire-là, tu es perdu, tu vois une vanne, qu'est-ce que tu fais ? Tu réagis pas Et donc tout ça, si tu n'as pas derrière toi des dizaines et des dizaines et même des centaines d'heures à regarder des streamers et des streameuses, en fait, cette grammaire, tu la parles pas et tu sais pas comment réagir avec un chat en face des yeux. Et c'est normal, tu vois. Et moi, je jette pas du tout la pierre à mes potes qui n'ont jamais collègues. vu et qui n'ont pas ça, quoi. Ils peuvent pas, tu vois. Ils ne peuvent pas. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils ne peuvent pas. Ils sont face à une forme d'éloquence, alors que ce sont des brillants orateurs et brillantes oratrices. Ils sont face à une forme d'éloquence qu'ils ne savent pas appliquer. Et c'est pour ça que moi je dis que le streaming, c'est un mode de communication, c'est un contexte communicationnel et discursif vraiment à part entière. Eh bien... Ce que tu as décrit comme de la grammaire, c'est un petit peu ce qu'on pourrait dire de l'acting, un peu, tu vois. Le fait de réagir d'une certaine manière à une blague avec un rictus du visage ou quoi, pour faire comprendre que peut-être tu peux pas la répéter ou que tu as plus ou moins rigolé, c'est une forme d'acting. Mais tu sais, je comprends ce que tu dis parce que je l'avais dit un petit peu plus tôt, j'ai été intervenant cette année dans une école et je me suis dit, tiens, ça va faire une petite expérience. J'arrive, je donne un cours en vrai, je me dis trop bien, le reste sur Zoom. T'as beau être streamer, ça change rien là. T'es en direct d'Estonie, t'es là, ouais, bon. C'est pas terrible. Donc j'ai fait ça, et puis à la fin, j'ai eu la chance de pouvoir reprendre en vrai. Et c'est deux métiers totalement différents, parce qu'en fait, en vrai, je comprends pourquoi certains orateurs peuvent être un petit peu perdus en ligne, parce qu'en vrai, tu as quelque chose qui pour certains peut être un petit peu moins naturel, c'est le fait de parler avec les mains devant une caméra
par rapport à quand tu parles devant un public. C'est-à-dire que moi, par exemple, quand je suis devant une assemblée, des personnes, n'importe, je peux faire un jeu de corps, un jeu de scène, comme un petit peu, ce que j'ai dit, de l'acting, tu vois, essayer de faire ressentir la chose et tout. C'est ça qui est bien. Alors que devant une caméra, certains, vu qu'ils n'ont pas les personnes devant eux et qu'ils ont que, tu vois, une cam, ils le ressentent pas, ça. Ils se mettent pas à la place de toutes les personnes qui les écoutent, tout ça. Et eux, ils ne se définissent pas dans le contexte dans lequel ils devraient être. Pour eux, leur contexte, c'est je suis dans ma chambre. Juste un écran, une caméra devant. T'es statique. Exact. Ils n'ont pas les personnes devant eux. Alors que quand tu as les personnes, donc comme par exemple, tu vois, nous, ça nous arrive, on a parlé de la Paris Games Week tout à l'heure, ça nous arrive de temps en temps de monter sur scène, de parler avec des gens et de jeter des t-shirts. Bon, on rigole. Xbox. Voilà, tu vois. Mais alors que quand tu as les personnes, là, tu peux rajouter un peu de charisme, de choses. Et c'est pour ça que je comprends pourquoi des personnes ont du mal sur Zoom. Et puis, tu as un truc aussi qui se situe plus au niveau du... dans la dimension du niveau de langage que tu emploies. C'est-à-dire que c'est vrai que quand tu es, j'allais dire sur scène, mais il y a de ça. Quand tu es en amphi, tu es sur scène, tu vois. Et il y a quelque chose de monumental, de grandiloquent, qui appelle une éloquence vraiment très traditionnelle. Tu vois, tu te tiens bien droit, tu parles bien, tu fais des blagues, évidemment, mais il y a quand même quelque chose de l'art oratoire traditionnel. Et en fait, ça, chaque éloquence a un contexte particulier, tu vois. Et tu vois, si je prends cet exemple-là d'un prof d'amphi qui parle comme ça en amphi, tu ferais ça en réunion dans ta boîte, tu vois, face à 10 personnes, ce serait chelou. Tu ferais ça, un peu lourd, le gars, quoi. Tu ferais ça dans un dîner de famille, face à tes, tu vois, pour leur expliquer ton anecdote du jour. Alors, je vais vous raconter. Là, ça deviendrait vraiment très curieux. Et donc, en fait, tu vois, chaque éloquence appelle un contexte particulier. Et en fait, ce truc de très, très grandiloquent, très solennel, ça marche dans un amphi, ça marche pas du tout derrière un écran. Tu es obligé, pour créer de la proximité, ce que les streamers et streameuses font spontanément, tu es obligé d'avoir quelque chose qui est beaucoup plus de l'ordre de la conversation, du naturel. Et ça, c'est pareil. J'ai certains collègues qui n'y arrivent pas, mais et je leur jette pas la pierre, parce que c'est des profs d'amphi, ils ont fait ça toute leur vie, ils le font formidablement bien, et quand tu leur demandes de parler à une webcam, ils sont perdus, quoi. De toute façon, juste... À l'inverse, nous, tu nous mets dans un amphi. Oui, voilà, c'est ça. Probablement. Non, mais c'est la différence des langages et le fait que le streaming en soit aussi. Il y a un tweet là, Pereliane, il faut absolument montrer cette séquence à tous les professeurs de France pour qu'ils puissent avoir une nouvelle perspective. Clément Viktorovitch est incroyable et propose des solutions concrètes. C'est très gentil. C'est très gentil. Si t'es là aussi aujourd'hui, justement, c'est... pas que pour nous parler de politique, c'est grâce à Deezer qui nous a contactés justement parce que ils sortent avec Bordas une série de programmes audio donc destinés aux étudiants donc du brevet jusqu'à la terminale. Et toi donc du coup tu as fait 2 fiches spéciales pour le grand oral, donc la nouvelle épreuve du bac pour les terminales. Donc j'étais pas au courant il y a 1 mois et demi, 2 mois que justement il y avait ça, où désormais quand t'es en terminale pour passer le bac, tu dois donc te faire 10 minutes de questions, 10 minutes de réponses après, face à un jury justement, donc ça rigole pas du tout, c'est quand même une grosse étape. Toi t'as voulu faire des fiches pour essayer de rassurer les gens, leur donner aussi les clés, parce que c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de formation à l'oral quand on est au collège-lycée. Non, clairement pas. Qu'est-ce que t'expliques dedans ? C'est déjà franchement, c'est un des exercices les plus durs qu'on puisse demander à quelqu'un, tu vois, parce que tu sais, quand tu fais un podcast sur de la géographie, tu vois, on part du principe que tes compétences en géographie, elles sont bonnes. Mais quand tu fais un podcast en art oratoire, si le podcast n'est pas convaincant, tu vois, si t'arrives pas à capter l'attention, c'est chaud. C'est bien toi-même, tu sais pas parler, tu commences à bégayer. Donc j'ai parlé de ma voix la plus suave, et voilà, donc je sais pas si c'est du miel pour les oreilles, vous me direz. Non, mais j'étais très content que Deezer et Bordas me proposent ça. Donc c'est un grand projet, hein. Je crois qu'il y a 150 podcasts différents sur plein de matières pour réviser le brevet, le bac, toutes les séries. Donc c'est vraiment un gros projet qu'a sorti Deezer. C'est en accès libre, hein, il me semble, avec un peu de pub, mais en accès libre. Et donc moi j'ai fait ces fiches du grand oral. C'est une matière nouvelle pour cette année. Honnêtement, c'est un peu le bazar. C'est un peu le bazar, le grand oral, hein. On va pas se le cacher. Les règles de l'épreuve ont changé là il y a quelques jours. C'est terrible pour les étudiants, pour ceux qui sont en terminale, etc. Honnêtement, t'y vas, tu sais pas à quelle sauce tu vas être mangé. C'est chaud. Là, je vous dis, les règles elles viennent de changer. C'est-à-dire qu'en théorie, les étudiants étaient censés parler sans notes. Alors, par parenthèse, je sais pas si en fait les examinateurs se rendent d'à quel point c'est difficile, quoi. Parler sans notes. Moi, extrêmement dur. Surtout en terminale, excuse-moi Clément, mais je sais pas comment vous étiez vous. À part le TPE, où j'avais mes notes. Oui, on avait nos notes. Mais passer au tableau quand t'es genre au collège-lycée, c'est l'angoisse. Hein, et pourtant, on fait ce genre de métier maintenant. Et tu vois, moi, je vais vous dire, ça fait plus de 10 ans maintenant que j'enseigne la rhétorique à Sciences Po, tu vois. Les étudiants de Sciences Po, ils sont pas trop mauvais en règle générale. Et quand je leur dis, les gars, franchement, pour votre discours final,
Mes étudiants viennent d'avoir 24 heures de formation, enfin 20 heures de formation en rhétorique. Je leur dis, sérieux, pour votre discours final, faites-moi ça 100 notes, 3 minutes, ils tremblent des genoux, tu vois. C'est difficile, ouais. Et c'est normal, c'est dur. C'est dur, tu vois, de parler 5 minutes. Là, on demande aux étudiants de parler 5 minutes sans notes. Donc, on leur demandait un truc super difficile. Finalement, ils auront le droit d'avoir des notes. Mais tu vois, ça a changé il y a quelques jours. Et là, je lisais, il y a un papier du Monde qui fait un peu le bilan il y a quelques jours, aujourd'hui, je crois, qui est paru, et qui montre que même la grille de notation, elle est encore un peu floue. Tu vois. Okay. Donc, moi, en fait, là-dedans, c'est un peu la cata. Et évidemment, l'enseignement au lycée, c'est un enseignement qui s'est fait encore cette année en partie en distanciel. Bah ouais, c'est ça. Tu vois, enseigner l'art oratoire en distanciel, Ouais. ben non en fait. Donc là, on est dans un contexte où l'épreuve est nouvelle. Les profs, ils sont eux-mêmes pas encore formés ou pas suffisamment, et c'est normal. Là encore, l'épreuve, elle s'organise, il faut le temps, et pour les profs, et pour l'éducation nationale, de se mettre en rang, c'est parfaitement normal. Donc il y a déjà un flou naturel du côté de l'enseignement, et qui est, encore une fois, qui est hyper compréhensible, quoi. Sauf qu'en plus, là, il y a du distanciel. Donc les étudiants, ils n'ont même pas eu tout ce qu'ils auraient pu normalement avoir. Donc là, on est vraiment dans un moment un peu compliqué. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait ? En 2 fiches de 10 minutes chacune, en 20 minutes, j'ai essayé de donner quelques clés d'art oratoire, vraiment les grandes bases, quoi. C'est-à-dire quelques conseils pour bien mémoriser son discours, quelques conseils pour le structurer, comment le commencer. C'est souvent la terreur des lycéens, des étudiants, mais même de tout orateur, quoi. Comment je fais pour commencer ? Ouais. Alors, Ouais, tu vois, genre, donc, là, il y a 2 trucs qu'il faut éviter, effectivement, Ah oui, c'est ça, quoi. commencer en alors et finir en donc voilà. On est parfait là. Alors. On est bien. Moi, les étudiants, je leur ai dit, sérieux, donc voilà, c'est pas possible. Tu vois. Donc j'ai donné justement quelques conseils. D'ailleurs, c'est un des conseils que je donne. Je dis, vous finissez comme vous voulez, mais vous finissez de manière tranchée. Pas de donc voilà. donc voilà. Qu'est-ce que vous en avez pensé alors Ça veut dire quoi la note là? Tu sais, j'ai essayé de donner quelques conseils aussi pour répondre aux questions, parce que les étudiants, attention, je veux dire, faut se rendre compte de la difficulté du truc. Non seulement il faut qu'ils parlent 5 minutes, mais derrière, ils ont 10 minutes de questions, Ouais, tu c'est vois. ça. Le coach. Donc vraiment, Horrible. Non, mais c'est horrible. c'est vraiment une épreuve difficile. Donc moi, j'ai essayé de donner quelques billes vraiment d'art oratoire. Et en fait, c'est un truc qui est vraiment intéressant, tu vois, si tu y réfléchis. Parce que moi, je fais partie des gens qui étaient hyper enthousiastes à l'idée qu'on ait une épreuve de grand oral. C'est-à-dire que moi, je déplore vraiment qu'on n'enseigne pas assez l'oralité, et pas simplement parce que je prêche pour ma paroisse, mais je déplore qu'on n'enseigne pas assez l'oralité au collège et au lycée, pour une raison simple, c'est qu'on ne s'en rend pas forcément compte, mais l'oralité, c'est la première des inégalités. Mais la première des inégalités, et on ne se rend pas compte à quel point est-ce que ça pèse sur nous toutes et nous tous tout au long de notre vie. C'est-à-dire que je vais prendre une analogie que je prends souvent, mais pour moi, elle est parlante. Tu prends un gamin qui naît dans une famille où, mettons, son père est français, parle français, et sa mère, elle est d'une autre nationalité, elle parle, mettons, allemand, chinois, arabe, ce que vous voulez. Mettons qu'elle parle allemand, tu vois. Et elle lui parle allemand depuis sa naissance. Le gamin, à 10 ans, il sera parfaitement bilingue. Tout à fait. Mais parfaitement bilingue. Personne ne va dire de ce gamin-là, oh, qu'il est intelligent. Tout le monde va dire, oh, il a de la chance, il avait une mère qui parlait une autre langue. Prenons un autre gamin. Ses 2 parents parlent français. Maintenant, son père est avocat et sa mère, elle est prof de lettres à l'université. À 10 ans, le gamin, il sera capable de faire des phrases complexes. Il sera capable d'avoir des argumentations structurées. Il sera capable de mettre en sens et en ordre ses idées. Qu'est-ce qu'on dit de lui ? Qu'est-ce qu'il a ? Il est brillant. Qu'est-ce qu'il est brillant. Ouais. Alors qu'il a reçu ce langage-là, il l'a reçu en héritage. Et donc, moi, c'est quelque chose que je dis, mais c'est une de mes convictions et quelque chose que j'essaie de défendre depuis des années, de dire il faut enseigner l'oralité. C'est très important de niveler ces inégalités-là et de donner à toutes et à tous, surtout dans notre société où la parole prend de plus en plus de poids. Bah, tu vois, le fait que le streaming, YouTube, se soit à ce point-là développé, on a vocation de plus en plus à devenir toutes et tous des orateurs et des oratrices. Et donc, dans ce monde-là, c'est vraiment crucial que la parole soit pas le monopole de ceux dont les parents font une profession intellectuelle. Donc c'est pour ça que j'étais très, très heureux que cette discipline arrive à l'école. Mais La réalisation. il y a un mais, c'est qu'il faut absolument que ce soit accompagné d'un véritable enseignement. Ouais. Parce Bah que oui. sinon, Si qu'est-ce c'est qu'on juste va- une Je les épreuve, envoie juste à c'est l'abattoir. pire. Parce que Mais là, c'est exactement, juste c'est une pire. épreuve, ils ont rien eu derrière pour se préparer. Bah, Enfin, C'est vrai que si les gosses, tu les envoies au charbon. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, si C'est tu n'as pas de terrible. formation extensive avant, qu'est-ce que tu fais ? Tu vas te contenter d'avoir une épreuve qui ratifie toutes les inégalités. Bah, tu creuses. Ouais. Et tu les Bien creuses. sûr. Parce qu'en fait, là c'est une forme d'assignation. C'est-à-dire qu'il y a des mômes à qui tu dis, oh là là, qu'est-ce que t'es talentueux, qu'est-ce que tu parles bien. Et d'autres à qui tu dis, ouais, t'es une cata, sérieux, tu captes pas l'attention. Bon, bah, tu vas devenir, je sais pas, une profession où t'as pas besoin de parler, tiens. Tu vois. Alors que non, c'est juste qu'il y aura pas eu de formation. Donc c'est pour ça que cette épreuve, c'est du pain béni, parce qu'il faut l'enseigner. Et en même temps, il faut vraiment que l'enseignement se fasse bien, qu'il se fasse de manière extensive pour
corriger les inégalités plutôt que les creuser. Et voilà, c'est ce que moi j'ai essayé de faire très modestement avec ces 2 petites fiches. Parce que c'est une base, c'est une bonne base. Parce que ça peut servir justement au-delà de si vous passez le grand oral ou non, juste par curiosité, etc., pour pouvoir structurer. Je sais que j'avais fait école de commerce, c'est vrai que c'était ma première année. T'es pareil, un peu envoyé au charbon et t'es en mode allez, on y va. Donc c'est vrai que ça permet justement de structurer un peu. On voit tous les podcasts, c'est Révise avec Deezer et Bordas. Justement, il y a Empreinte Magnétique qui a aidé à tourner tous les podcasts. C'est une exclue sur Deezer. Le lien est dans le chat si jamais vous voulez. Donc n'hésitez pas. Clément qui est sur l'écrit et la voix de justement des 2 épisodes du Grand Oral. Absolument. C'était un plaisir de t'avoir, Clément. Un plaisir partagé. Tu es passionnant à écouter. Les gens ont adoré ta voix. Au plaisir de te retrouver ici une prochaine fois. Avec un immense plaisir. Merci pour votre invitation. J'étais très heureux. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Clément. Merci, Très bonne Claire. soirée à toi.